et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour de nouvelles nuits blanches. Vous avez peut-être eu un peu de mal ce soir à joindre le 39-21. Je vous cache pas que c'était un peu la panique dans l'équipe quand on s'est aperçu que ça ne sonnait pas et qu'on a fait des essais et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Alors, on s'est demandé si c'était pas les standardistes qui s'occupent du sport et qui avaient craqué à force d'avoir les bourdonnements de vous et là dans les oreilles. On s'est dit, les pauvres, ils devaient plus en pouvoir, parce qu'ils avaient à la fois ceux qui appellent pour les matchs, mais évidemment, ils entendent à la fois ceux qui leur crient dans les oreilles parce qu'ils sont pas contents pour telle ou telle équipe, et avec en fond sonore les bourdonnements. On s'est dit, bon, ils ont peut-être craqué, ils pouvaient pas m'appeler à ce moment-là, mais bon, que faire? Alors on a réveillé, je sais pas réveillé, non, je crois qu'il dormait pas à cette heure-ci. Il y a un monsieur qui est d'astreinte, je le remercie d'ailleurs, et qui s'occupe de tout ça, de tout l'aspect technique. Il nous a dit que c'était juste à cause des inondations, ça réglait pas notre problème, parce qu'on s'est dit, mais oui, mais comment on fait l'émission, nous, si on n'a pas d'appel? Et puis finalement, ça remarche. Donc merci à ce monsieur dont j'ai pas le prénom, mais merci vraiment à toute l'équipe. Merci à Fabrice Fougerouze qui réalise l'émission ce soir, à Vivian Lecuivre qui également veille au bon déroulement de l'antenne. Enfin, tout le monde a beaucoup couru et on est là, Clémence et Asiba, donc au standard, qui vont avoir du boulot. Elles sont au téléphone, et puis on attend plus que vous au 39-21. Les SMS marche, 7 21 21 code de nuit, et les courriels aussi sur le site dublanche.europe1.fr. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. 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 Alors, je suis assez surpris, un peu ému, assez surpris, parce que c'est la première fois que je prends le téléphone. Ça fait longtemps que je vous écoute, que j'ai beaucoup plaisir à entendre votre émission. Mais merci, mais vous avez été le premier que l'on a eu une fois que la ligne a été réparée. Bon, écoutez, alors... Vous avez bien fait d'appeler. Tant mieux pour moi, alors. Mais, d'accord, c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Eh bien, voilà, c'est pas facile de parler de soi. Non, c'est vrai. Surtout dans ce genre de situation. C'est une situation un petit peu compliquée, à la fois belle, troublante et compliquée et douloureuse. Voilà, j'ai 41 ans, je vis seul, séparé de mon ex-compagne, et j'ai 2 enfants que j'ai assez régulièrement quand même, heureusement. Oui. Et je vis depuis 3 ans une histoire très forte avec une personne qui est plus jeune que moi, qui a 24 ans, donc une différence d'âge assez importante. Oui. Je la souligne parce que pour moi elle n'est pas forcément très importante, mais je pense qu'elle existe quand même, qu'elle est là, qu'elle est présente, cette différence. Une personne qui travaille avec moi. Et il y a eu une rencontre très forte, très fusionnelle et très passionnelle entre nous, avec effectivement des apports réciproques sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit, et des points de vue, des points d'être, des points d'amour qu'on a et qu'on partage. Il s'avère par contre que cette personne vit depuis longtemps avec quelqu'un d'autre, et que longtemps, pourtant, oui, elle est très jeune. Oui. Oui. Oui, elle est jeune, disons que. Enfin, elle est jeune, oui, elle a 24 ans, donc ouais. Elle vit depuis combien de temps avec cet autre homme? Disons elle a rencontré cette personne quand elle avait 16 ans, donc oui. C'est un peu ses amours, ses premiers amours, oui. Oui, qui l'a beaucoup soutenu apparemment à une époque un peu dure de sa vie, liée à un avortement, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, donc ils se sont installés ensemble il y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans. Oui. Oui, il y a 3 bonnes années. 4 ans, pardon, il y a 4 ans.
Notre rencontre, c'est peut-être un peu rapidement de leur côté, ça je ne peux pas forcément le dire. Notre rencontre s'est faite et notre histoire a démarré quelques mois après. Et depuis, elle est là, elle est présente, très présente. Alors, c'est vrai que dans ces situations-là qui mènent le travail avec des logements qui sont à proximité, c'est dans des petits villages où tout le monde se connaît. Ça reste pas facile parce Mais que... Mais vous êtes son supérieur hiérarchique ou il y a un rapport de hiérarchie? Oui, complètement. Ouais, complètement. Ouais. Mm-hmm. Parce qu'il en reste, parce que effectivement dans ces situations-là, la hiérarchie, elle est ailleurs. Enfin, il y a plus ce rapport-là. Par contre, nous avons un rapport de travail très proche, puisque de par les métiers, je ne vais pas trop en dire, mais de par les métiers que nous exerçons, nous sommes amenés à être en déplacement, même professionnel. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, dans mon travail, m'apporte beaucoup aussi. Et donc, il y a 2 ans de cela, elle est venue, peut-être précipitamment, mais enfin, en tout cas, elle n'en pouvait plus. Elle est venue s'installer. Et il y a eu un branle-bas de combat de sa famille pour qu'elle quitte, pour qu'elle revienne à la maison et non pas chez son ami, prétextant que j'étais différence d'âge, prétextant que je sortais d'une séparation et que je me consolais, etc. Ce qui pourrait être le cas, ce qu'on aurait pu entendre. Il se trouve qu'il n'en était rien. Il se trouve qu'il n'en était rien non plus, d'autant que ces 3 années maintenant dures, qui ont des hauts et des bas, si on en est encore là, c'est qu'il y a... Mais, oui, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment de l'amour entre vous, mais finalement, ce qui est problématique, c'est que vous êtes 3 dans l'histoire, alors ça peut pas fonctionner tant que cette jeune femme, elle fait pas... Ouais. Parce que vous, on peut comprendre au départ la peur de ses parents qui pouvaient se dire, évidemment, un homme plus âgé, pas tant le fait que vous soyez plus âgé, mais en situation de séparation, avec des enfants, il pouvait se dire peut-être que oui, il est là pour se consoler, mais ça fait 3 ans quand même que ça dure. Ça montre bien que vous tenez à elle. Mais maintenant, elle est entre deux. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire comment vous parlez d'avenir ensemble? Comment vous voyez les choses? Vous savez, l'avenir, on en parle ensemble quand on est dans une forme d'extase et de moments où effectivement on arrive parce que sur des moments, parce que en partant quelques jours. On arrive à en parler. Maintenant, au quotidien, c'est vrai que la fréquence de nos rencontres, je dis pas on se voit au travail, mais ça ne compte pas et ça pourrait même jouer contre nous, je pense. Mais les rares fois les fois où on se voit, on a vite fait le tour ou le désir de ne pas parler de tout ça et d'être bien comme on sait l'être. Et évident, oui, mais il faut les deux, c'est-à-dire que bien sûr qu'on en parle. Alors quand on en parle, et c'est ce qui se passe de plus en plus ces derniers temps, elle, ça la met à plat, complet. Ah, mais je comprends. Parce que c'est très difficile, vous. Après tout, vous ne vivez avec personne à côté, mais enfin, elle part retrouver son compagnon. Oui. C'est très difficile. Oui, alors elle part retrouver son compagnon avec qui il se passe. Enfin, on est plus dans de la cohabitation, dans du. Oui. J'en ai bien conscience. Maintenant, Mais qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Parce que finalement, vous dites, on passe des moments très forts, utiliser des moments d'extase, des moments, et c'est très bien comme ça. Enfin, qu'est-ce que vous attendez, vous, au fond? Je sais pas. Écoutez, si vous avez une attente d'ailleurs, ou est-ce que ça vous convient, cette relation, peut-être comme ça? Non, pas du tout, parce que, il se trouve aussi, alors, de mon côté, je vis bien évidemment seul depuis 3 ans.
dans une grande maison où mes enfants viennent le week-end, une fois par semaine. Le reste du temps, mon métier me prend beaucoup de temps. Les amis, il y en a peu parce que parce que les amis, certains savent très bien, mes amis savent ce qui se passe, et bon, parfois c'est un peu difficile pour eux. Et donc moi je suis entre deux chaises, c'est-à-dire que je tiens parce que je tiens à elle, mais les silences qui sont dans cette maison, la douleur que ça peut être, la solitude, moi je suis pas quelqu'un qui éprouve bien la solitude, je sors de 10 ans j'ai vécu seul à 20 ans, j'ai vécu 10 ans avec une personne, après bon des aventures depuis ces 3 dernières années, parce qu'il me fallait absolument un peu d'oxygène par rapport à ça. Mais depuis 3 ans, vous êtes avec elle? Oui, autant qu'on peut dire qu'on est ensemble dans ces situations-là. Oui, enfin, elle remplit quand même votre vie. Elle remplit ma vie et mes questions. Elle remplit mes tourments. Mais justement, ça reste très. Je vous trouve, si vous voulez, elle, c'est encore une très jeune femme, à 24 ans. Et vous êtes quand même un homme, mature, on devrait dire, normalement à 41 ans. Donc c'est un peu à vous de vous positionner. Et vous partez dans des choses un peu éthérées. Enfin, c'est très. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que vous cultivez aussi un peu vos tourments là. Vous voyez, vous restez dans quelque chose où on sait pas bien, vous savez pas bien ce que vous voulez, mais vous appuyez là où ça. Non, je sais très bien. Non, je sais ce que je. Vous appuyez dans quelque chose, dans la gravité, dans quelque chose de alors que après tout, au fond, vous faites une belle rencontre. Et puis, bien, ça pourrait, qui sait, vous aimez cette femme. Apparemment, ça a l'air réciproque, mais où est-ce qu'il y a de quelque chose de grave et de douloureux et de, vous voyez, pourquoi être dans le on se torture. Mais moi, il y a 2 choses. C'est vrai que je suis quelqu'un de très patient et bien sûr qu'on parle de tout ça et elle me demande du temps. Je suis quelqu'un de très patient, mais la patience a sa limite. Et les week-ends et les soirs, on n'est pas des machines et à un moment donné, j'ai pas envie d'être patient. Ça, c'est une chose. Après, ce que je lui demande, c'est la plus belle chose que je voudrais, c'est qu'elle soit heureuse. Et pas qu'elle soit en dents de scie comme je peux l'être. On se traverse des crises, on se retrouve, on se traverse des crises, on se retrouve. Ça, beaucoup de couples l'ont, sans qu'il y ait forcément un troisième homme ou une troisième femme. Et il est évident qu'elle a elle a encore des choses à régler, c'est clair, c'est normal. Mais patient par rapport à quoi? Pardon? À son compagnon? Je pense que c'est lié. Je crois qu'il y a quelque chose qui est lié à la mort de son père, qui a fait qu'elle s'est rapprochée de moi quand son père est mort. Donc ça, y a rien de transcendant à ça. Ça s'explique assez facilement. Mais ça a tenu parce que nous sommes très proches. Nous avons des centres d'intérêt et des passions communes et une petite folie commune que nous savons retrouver. Un art de vivre qu'on arrive à avoir. Alors un art de vivre que on peut avoir à 40, qu'on peut découvrir à 24 ans, et qu'on alimente et dont on se fait une vie jusqu'à 40 et même plus, peut-être ça. Moi, ce que je souhaiterais d'elle depuis longtemps, c'est je lui demande pas grand-chose, je lui demande qu'elle quitte cette personne et qu'elle vive un peu seule. Voilà. C'est au moins ça. Mais, alors, sa famille à elle a acheté, sans rien lui dire, avec l'aide de son compagnon, un appart.
elle se sent prisonnière là-dedans. Alors, elle se détache pas trop. C'est une famille maghrébine, hein, donc c'est assez. Enfin, je veux dire, c'est encore très présent. Hein. Une mère seule qui élève 3 filles, un fils, et elle est très, très, très présente dans les choix. Et donc, déjà, il faut qu'elle arrive à faire le deuil de ça, et le deuil affectif de son amie avec qui elle ne vit vraiment plus rien, avec qui elle lui fait plaisir en étant là, mais il ne se passe rien entre eux. Ça, je le sais. Alors, notre dernière discussion, qui était vraiment très dure, en ce moment, ça se passe pas mal, les larmes sortent. Nous pouvons sortir des larmes comme nous pouvons sortir des joies et des rires immenses. Il y a ce fait qui est... Oui, j'ai pas envie de lui porter la culpabilité, parce qu'elle se sent extrêmement coupable de ce qu'elle fait. Mais elle n'y arrive pas. Alors, j'ai bien conscience qu'après, il y a le rapport à la famille. Elle n'a pas eu un père qui s'est pas beaucoup occupé. Elle voit comment je m'occupe des enfants. Oui, mais justement, quand vous lui demandez de vivre seule, est-ce que vous lui en demandez pas trop ? Parce que je comprends, hein, dans l'idéal, bien sûr que c'est mieux de ne pas passer de la famille à tout de suite la relation de couple, mais il faut se tenir compte aussi de son parcours à elle, de son vécu. Alors après tout, c'est peut-être pas, elle comprend peut-être pas ce que vous lui demandez, de quitter son compagnon pour vivre seule. Elle doit se dire, mais vous êtes où, vous ? Finalement, si elle quitte cet homme, c'est aussi, ça fait quand même 3 ans que vous fréquentez. C'est peut-être pour venir avec vous, parce qu'elle a forcément la peur qu'elle a de son environnement à qui elle ne peut pas dire non. Oui, non, mais peut-être parce que vous pouvez faire le contrepoids, c'est-à-dire, je sais pas, j'entends que pour vous c'est très compliqué parce qu'évidemment elle est encore, il y a le poids de sa famille, il y a le poids de son environnement, mais elle vous a pas choisi aussi par hasard, Stéphane, parce que vous dites, c'est aussi certainement pour faire contrepoids à la famille, et ça veut dire qu'à un moment, peut-être que je comprends votre démarche qui est de la laisser grandir un peu par elle-même et faire ses choix, mais en même temps, si elle vous a choisi vous, c'est qu'elle attend certainement que vous la preniez par moment un peu en charge et que vous décidiez. Or vous êtes vous-même assez inquiet, assez fébrile, c'est assez flou, donc je suis pas sûre que vous la rassuriez tout en voulant la rassurer. Et je pense qu'elle aurait besoin d'être davantage rassurée, cette jeune femme. Mais bon, elle l'est parce qu'elle. Oui, enfin, je sais pas, hein, mais bon. Elle l'est parce que la maison est ouverte. Parce que cette maison, on l'a prise ensemble. Parce qu'elle est venue s'y installer. Et 15 jours après, sa maman lui a dit, tu rentres à la maison. Oui, mais en même temps, vous lui dites que vous aimeriez qu'elle vive seule. Donc, c'est un peu... c'est plein de paradoxes. Oui, c'est plein de paradoxes. Non, je lui ai dit que j'aimerais qu'on vive ensemble, qu'on ait un enfant ensemble. Mais oui, mais mais que si la période pour elle est plus facile, une période de transition où elle se retrouve un peu seule, je peux l'accepter complètement. Je suis quelqu'un qui... Peut-être que c'est ça, j'accepte beaucoup. Peut-être un peu trop et que ça la plonge, elle, dans le doute, parce qu'elle doit être beaucoup dans le doute. Mais j'ai aussi eu des situations de crise où je voulais plus la voir. Elle règle ses problèmes et si elle tient à moi, elle dégage le... Oui, mais à mon avis, comme vous-même, vous êtes beaucoup dans le doute et dans le questionnement, vos angoisses se rejoignent et c'est là où vous êtes... C'est un peu anxiogène, hein, votre histoire. Ça finit par moments par être un peu anxiogène. Alors, vous vivez des moments très forts, mais au final, vous n'avancez pas. Vous n'arrivez pas à construire. Mais c'est un peu ça. Ben oui, c'est un peu ça. Oui, et oui. Moi, c'est un peu ça. Et ce que je vis aujourd'hui, depuis quelques temps, parce qu'on a eu quelques épisodes il y a quelques semaines, c'est que moi, je commence à être lassé. Oui, vous semblez triste, fatigué. Effectivement, on a l'impression des choses qui ne se règlent pas, alors qu'on a toutes les cartes en main. Mais toutes ces cartes, malgré tout, moi j'ai mon caractère. Je pense pas avoir un mauvais caractère, mais bon,
dire, si elle-même, elle sait pourquoi, et elle sait ce que je lui apporte, et je vois bien ce que je lui apporte aussi, et à quel point il y a quelque chose de fusionnel. Mais proposez davantage. Ne vous contentez pas de moments, proposez-lui, au moins elle pourra se positionner. En la renvoyant à elle, ce qui est pour vous, ce que j'entends comme une forme, ce que vous comprenez comme une forme de respect, vous ne lui permettez pas non plus de se positionner. Elle a encore besoin, elle, de se construire, de s'affirmer. Donc, proposez. Et faites-le davantage. Dites-lui, voilà, moi je trouve que je commence là je suis fatiguée là du fait de tourner en rond. Voilà ce que je te propose, et comme ça, il pourra se positionner. Et là, vous avancerez, parce que là, effectivement, vous tournez en rond et vous allez finir par vous lasser. Hein, c'est ce que vous devriez faire. Bon courage en tout cas à vous. Au revoir, Stéphane. Confidence à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Des messages qui arrivent au 7 21 21, code de nuit pour Stéphane, petite plume qui dit: de fait, je pense que vous devriez vous positionner davantage. À vous écouter, on ressent quelqu'un qui n'est pas un pilier, c'est flou, c'est mouvant. Un autre message qui dit: mais pourquoi Stéphane lui demande de vivre seul? Quel est l'intérêt de quitter un confort pour se retrouver seul alors qu'un homme qu'il aime depuis 3 ans, même plus, l'attend? First Lisa dit: on ne sait pas dans quelle direction Stéphane veut aller, tout est flou. Prune dit: qu'attendez-vous? Vous semblez bien triste. Et puis le subversif dit: cette demoiselle témoigne que votre situation lui convient en ce qu'elle répugne, d'après vous, à aborder votre éventuel avenir. Prenez-en acte. Ouh là là, attendez. Là, ça c'est les messages à la subversif avec les négations, il va falloir que je les décode. D'ici 2 heures, j'aurai peut-être la solution. Non, vous semblez dire, cher subversif, que au fond, cette demoiselle n'est pas prête à aborder un éventuel avenir avec Stéphane. Donc, oui. Non, parce qu'une négation, ça change tout. Eh oui. Bon. Non, oui, c'est vrai, il faut vraiment que j'ai le dico du parlons subversif dans cette émission. Ouais, bon, faut que j'arrête parce que je me fais engueuler par certains auditeurs, dont Daniel qui me dit: vous arrêtez avec le subversif, il y en a marre maintenant, vous arrêtez. Oui, je dis, mais je dirais, Daniel et d'autres, vous pouvez m'envoyer vos messages, moi je les lirai avec plaisir, mais si c'est juste pour me dire vous arrêtez avec tel auditeur, vous en parlez trop, non, ça je le ferai pas, parce que les messages alimentent l'émission, donc je continuerai à les lire. Mais en revanche, si vous m'envoyez des messages par SMS ou par courriel qui alimentent l'émission, je les lirai, croyez-moi, et avec grand plaisir. Allez, on va accueillir Colette. Bonsoir Colette. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, ma chère Colette, on avait été coupés de façon un peu brutale vendredi. Et je vous prie encore une fois de m'en excuser. J'étais pas, vous savez, le vendredi, on est un petit peu court parce qu'on sait. Comme on est en direct avec France 2, on ne sait pas vraiment à quelle heure ça commence. Donc, alors je vous avais promis qu'on continuerait, qu'on reprendrait cet échange. Alors, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, peut-être vendredi, est-ce que vous pouvez résumer ma problématique. Voilà, votre problématique. Merci. Voilà. Donc, je fais une récidive d'un cancer. Et en fin de compte, dans ma façon d'aborder les choses, ça fait 4 ans et demi mon premier cancer et la première récidive là. Et c'est vrai que ma façon d'aborder, c'est de vouloir être médecin avec les médecins, même si je ne suis pas médecin. C'est-à-dire que je veux vraiment être actrice de mes soins et je veux pas subir mes soins. Oui. Ça, c'est vraiment ma façon d'être. Et ce qui n'est pas toujours facile, parce que quand on pose des questions, quelquefois on a l'impression qu'on dérange, quoi. Mais donc du coup j'ai été pas mal sur Internet. Et puis il y a 4 ans et demi, 5 ans, je connais bien la loi Leonetti, qui est une loi pour tous.
qui dit que, j'ai le papier sous les yeux, l'acharnement thérapeutique est illégal, le malade a le droit de refuser un traitement, le médecin doit tout mettre en œuvre pour soulager la douleur, et puis, 4e point, chacun peut exprimer par avance ses souhaits pour organiser ses derniers moments. Et donc, c'est vrai, vouloir être actrice de ma vie, notamment le 4e point, chacun peut exprimer par avance ses souhaits pour organiser ses derniers moments. La difficulté, c'est de trouver un lieu de parole où on peut oser parler tout en n'étant pas du métier. Qu'est-ce qu'il faut que je mette puisque je ne suis pas du métier et donc je ne peux pas avoir l'information par moi toute seule. Où trouver les éclairages pour pouvoir réfléchir à la question et voilà. Et c'est difficile parce que c'est pas j'ai pas du tout une tendance euthanasie, c'est pas du tout ma sensibilité, mais en même temps c'est pouvoir dire qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas. Et je veux pas que... Qu'est-ce que, justement, on va commencer par... qu'est-ce que vous ne voulez pas? Absolument pas. C'est là la question, la difficulté. C'est parce que, comme je ne suis pas du corps médical, je ne peux pas savoir ce que je ne veux pas. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où, voilà, ça peut aller. Par exemple, la psychologie... Vous avez une petite idée quand même. On a, même si après, on peut... une idée de questions, par exemple. Si vous... Par rapport à un médecin, vous m'avez dit, par exemple, que vous avez cherché à en parler à des médecins et tout de suite, le discours était un petit peu défensif, au fond, et en même temps, se voulait rassurant, ce qui est d'ailleurs, parce que c'est pas parce que vous faites une rémission de votre cancer que forcément ça va... il faut dire plutôt. Une rémission, oui, quel lapsus. Oui, écoutez, remarquez, c'est après tout, voyez, moi je fais un lapsus, écoutez. Oui. Non, mais j'espère bien que je m'en sors. Oui, voilà, vous voyez, j'étais dans cette optique-là. Oui, on me dit bien sûr que c'est une récidive, je savais, mais moi exactement, vous pouvez très bien vous en sortir. Dans beaucoup de cancers, il y a des récidives. Donc, mais je comprends que vous vouliez, ça vous rassure de pouvoir anticiper. Finalement, de pouvoir anticiper, de savoir, vous avez besoin d'être assuré, de pouvoir poser des questions et d'avoir des réponses. Quand je vous ai quitté vendredi dernier, la sensation que j'ai eue, c'est, vous savez, les deux côtés, un côté vie, un côté mort. De regarder cette question difficile des souhaits pour organiser les derniers moments de sa vie, c'est quelque chose de difficile à regarder. Oui. Et ça donne envie de vivre aussi. Oui. Mais c'est vrai que je vois même par rapport au cancer, les médecins répondent à nos questions. Mais comment poser les questions quand on n'a pas l'information? Donc on est obligé d'aller chercher par soi-même pour trouver les questions. Oui, par rapport à ça, vous disiez les médecins qui vous répondent « Non, mais vous n'en êtes pas là ». Oui, mais ça, je l'entends bien. Mais voilà, mais quelles questions aimeriez-vous poser, par exemple, à un médecin? Qu'est-ce que... Il y a bien, quand vous dites, je ne sais pas. Par exemple, moi je m'y connais pas, tant mieux, quelque part tant mieux que je m'y connaisse pas, ça veut dire que je suis pas dans... mais vous n'avez pas besoin, justement, c'est là où peut-être, vous dites, vous voulez faire comme une alliance thérapeutique avec votre médecin, avec les médecins, parce que certes, eux ont le savoir, la connaissance médicale, il n'empêche que vous avez la maladie et que vous avez un autre savoir sur, c'est vous qui pouvez aussi lutter à votre façon. Et que avec eux, vous pouvez faire une alliance thérapeutique et de pas être comme ça exclu des soins. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui acceptent cette idée. Il y en a d'autres, qui où le sujet patient n'est plus vraiment un sujet, devient objet. C'est quand même de plus en plus rare, surtout dans le traitement des cancers. Je trouve que c'est difficile. Ça dépend des services et ça dépend des services. Ça reste difficile. C'est vrai, ça dépend des services. Je suis d'accord avec vous, ça dépend des... J'envisage une médecine globale, et je dois dire que c'est une médecine sectorielle. Enfin qu'importe. Oui, mais parce que si vous voulez, eux ont un savoir que, comme vous dites, nous n'avons pas.
Donc on peut pas non plus poser toutes les questions. On peut poser des questions qui nous viennent nous par rapport à des angoisses que nous avons et je suis sûre que vous pouvez avoir en tête ou dire, je sais pas, quand vous dites par exemple, vous parlez, l'acharnement thérapeutique, je suis pas une tendance euthanasie, c'est bon, il y a des angoisses autour de ça certainement. Il y a des choses comme ça que vous pouvez poser à votre médecin oncologue. Non, il y a des traitements qui sont très très douloureux, enfin qui ont des conséquences lourdes. Vous pensez à quoi? Ça m'embête d'en parler là. C'est compliqué. Ah, vous ne voulez pas en parler, d'accord. D'accord. Bon, d'accord. Non, mais je croyais que c'est parce que vous ne. Non, mais vous ne saviez pas. Non, si vous ne voulez pas en parler, c'est différent. Voilà, imaginons que je tombe. Je vous avais dit ça vendredi. Imaginons que je tombe dans le coma. Eh bien, combien de temps je reste branchée à des trucs pour me faire vivre? Mais ça, vous pouvez poser la question, c'est-à-dire si jamais vous tombiez dans le coma, est-ce que ça serait un coma irréversible? Est-ce que si vous pourriez sortir du coma, quelles sont les séquelles? Ils ont des statistiques, ils ont des choses comme ça. Les statistiques, c'est bon, ça reste des statistiques, hein, c'est pas. Mais le médecin pourrait vous donner des indications là-dessus. Parce que si vous êtes, si on est dans un cancer qui est métastasé, que suite à ça il y a un coma, je vois pas pourquoi un médecin vous dirait oui, on va vous maintenir à tout prix dans un coma. Si c'est quelqu'un qui arrive vraiment où on sait que de toute façon, malheureusement, on ne peut plus le soigner. Ouais. Vous voyez, tout dépend. Aussi, pourquoi on est dans le coma. Mais, Mais vous n'avez pas... Quels sont les rapports avec votre médecin oncologue? J'en ai changé. Je l'ai changé parce que... Bon, moi, je fais une médecine aussi un peu globale, aussi au niveau de l'alimentation, et je lui ai partagé, et il m'a en quelque sorte pas du tout accueilli, quoi. Et moi, c'était pour lui partager ma façon de me soigner, et c'était aussi pour faire alliance. Mais je pouvais pas faire alliance parce qu'il l'accueillait pas. C'est-à-dire que moi, je veux bien faire des chimiothérapies, mais j'aurais voulu qu'il puisse m'entendre dans ma globalité. Et on m'a dit, ne cherche pas à être entendu dans ta globalité. Oui, mais alors je vais vous dire une chose en même temps, Colette. C'est, je ne sais pas, vous savez, j'allais dire où est-ce que vous êtes traité. Je demande pas le lieu, mais le nombre de cancers est quand même en explosion, hein, et les consultations des médecins oncologues, et ils sont malheureusement débordés. Là, j'entends bien. Et ça, ils le disent eux-mêmes, ils le déplorent, hein. Ils aimeraient pouvoir accorder, que ce soit à l'hôpital, beaucoup plus de temps à leurs patients, mais ils sont vraiment débordés. Et c'est vrai qu'ils vont au plus pressé et au plus urgent, c'est-à-dire effectivement la chimiothérapie, la radiothérapie, voir où on en est. Donc c'est vrai, après que vous vouliez vous soigner de façon plus globale pour soulager justement les effets négatifs du traitement, aussi de la chimiothérapie, de la radiothérapie, avec une alimentation plus équilibrée, ou en ayant recours à l'acupuncture ou à des choses de la médecine douce en parallèle de cette médecine. C'est très bien parce que ça peut rééquilibrer, mais c'est vrai que malheureusement votre médecin oncologue, il n'a pas forcément le temps, lui, d'entendre tout ça. Bien. C'est ça.
Et il le déplore, croyez bien. Mais vous savez déjà comment l'hôpital est en souffrance et comment les cancers ont explosé et les consultations sont extrêmement lourdes. Non, mais j'entends tout à fait. J'entends tout à fait, mais du coup, ma confiance, elle va pas à eux, elle va à d'autres. C'est dommage quand même, hein, parce que ce qui soigne, je veux dire... Bon, alors il faut arriver à essayer tout doucement, mais... Ce qui guérit les cancers, c'est quand même pas... c'est quand même, à la base, c'est quand même la chimiothérapie et la radiothérapie. Hein. C'est pas de manger des algues ou... voyez. Non, mais j'entends. Mais pour moi, c'est pas... Faut dire, ce sont des médecines complémentaires qui ne s'excluent pas l'une l'autre. Oui, j'ai bien compris. Mais ça, vous avez raison de rééquilibrer, de faire même après, dans certaines douleurs, vous pouvez voir après les ostéopathes, enfin, de faire tout ce qui peut vous faire du bien en parallèle est important. Hein, tout ce qui peut vous faire du bien et de bon. Simplement, attention parce que vous savez qu'il y a aussi, je dis pas à vous là, je m'adresse, mais il y a un vrai business de médecins qui justement et parfois de médecins qui se prétendent, qui sont médecins mais qui dérivent, qui justement face au désarroi, à la détresse de personnes qui sont plongés comme ça dans ce questionnement, dans des interrogations auxquelles malheureusement les spécialistes comme ça dans les hôpitaux n'ont pas le temps de répondre. Eux vont proposer eux-mêmes tout un tas de traitements et tout qui sont vraiment du pur charlatanisme. Ouais. Ça se sait aussi, et qui vont dire eux d'arrêter, toute chimiothérapie, toute radiothérapie. Ça s'est vu aussi, ça. Hein, on a entendu des témoignages comme ça. Enfin, je suis tombée là parce que, comme malheureusement que les médecins n'ont pas assez de temps, on va dire ce qui serait beaucoup plus simple, mais je crois que j'aurais du mal à le faire parce que c'est pas ma sensibilité, c'est plus qu'une sensibilité, c'est mon caractère. Ce qui serait beaucoup plus simple, c'est que j'arrête de me poser des questions, que je me fasse soigner sans poser de questions. Là, j'aurais plus de problème. Il suffirait que j'abandonne et que je me laisse faire. Donc, ce qui est pour moi très difficile parce que je ne sais pas, c'est pas possible. Et puis, il faut pas tout à fait se laisser faire parce qu'il y a des moments, il y a pas d'erreur, mais il peut y avoir des moments où il faut réagir vite. Donc, oui, moi, j'ai failli attendre 5 semaines de plus et j'ai pris mon téléphone. Enfin bref, pour pas traîner. Donc à la fois, c'est et la confiance et en même temps, toujours rester actrice quoi de sa vie et des soins qu'on reçoit. Et donc c'est vrai que ça serait tellement plus simple si je me posais pas de questions et que je me laissais faire. Tellement moins problématique, quoi. Et vous avez parce que il y a des associations aussi où il y a des groupes de parole qui proposent des groupes de parole pour personnes atteintes d'un cancer, où ça pourrait être important aussi pour vous d'échanger. Non, vous ne l'envisagez pas, ça? En fait, quand je me fais accompagner par une psychologue que je vois à la carte, entre guillemets. Oui. Donc, voilà, je lui dis, là, j'aimerais bien vous reparler. Mais en groupe, je suis pas sûre. Le fait que ça soit une récidive, j'ai moins envie de parler en groupe. D'accord. Et puis l'autre, c'est aussi un boomerang. Oui, je comprends. Ouais. Oui, ça peut être un peu angoissant. Donc, vous préférez parler dans un cadre privé, avec la psychologue, pouvoir selon, en fonction de votre état, elle vous reçoit et voilà, d'accord. Et vous êtes entourée? Oui, quand même. Et puis, je suis célibataire, mais alors c'est quand on est célibataire, ça demande pas mal d'énergie. Mais le fait que je suis obligée de frapper aux portes, le fait d'être célibataire. Et je me fais accompagner tout le temps. Pour toutes les chimios, je suis jamais seule. Oui, ça c'est important, bien sûr. Surtout, oui, ça c'est important.
Bien sûr, surtout pour le retour, enfin, et puis, oui, ça fatigue énormément. Vous le supportez quand même Oui, non, ça va. Bon, ce soir, j'étais un peu fatiguée, mais... Oui, bon. Mais, non, et puis, comment dire, à la fois, je pose des questions dures. Oui. C'est quand même dur, ma question. Oui. Et en même temps... Oui, mais c'est une façon, c'est aussi une façon de pouvoir... Voilà, dire ça vous concerne, de pouvoir anticiper, de pouvoir vous rassurer et finalement être bien du côté de la vie, hein, c'est ça. C'est aussi, j'entends ça, d'être dans cette démarche, d'être du côté de la vie. Ah oui. C'est ça. Mais vous avez besoin de réponses là où les médecins n'ont pas forcément toutes les réponses. J'ai été sur un site internet de Suisse. Oui. Et alors là, ça s'appelle... Eh bien là, ils sont beaucoup plus en avance. Oui, mais... Parce qu'ils ont carrément un formulaire de 5 pages. Oui, mais bon. Bon, en tout cas, occupez-vous bien de vous, prenez soin de vous, Colette. Et puis j'espère pouvoir vous rappeler. J'espère bien, mais bien sûr, mais vous allez me rappeler. Est-ce que je vous raconterai, parce que j'ai des petits projets en tête. Alors, je vous dis à bientôt, Colette. Et puis, quand j'aurai mis mes projets en route... vous me rappellerez. Je vous rappelle. Des beaux projets de vie. Alors, à bientôt, Colette. Voilà, merci de votre accueil. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 2h. Le 39-21 fonctionne. Alors place à vos témoignages, place à vos courriels sur le site dublanche.europe1.fr et à vos réactions par SMS également au 7 21 21, code de nuit. Coco nous écrit un petit courriel pour dire à Colette, je vous comprends, c'est une manière de vous rassurer et de prendre part aux décisions qui pourraient être envisagées selon le cas. Et ce n'est pas évident de faire alliance avec certains médecins. Je vous souhaite bon courage. Et c'est sûr que être dans un questionnement auquel on ne répond pas forcément est difficile. Je vous embrasse, dit Coco. Il y a également Domi qui, elle, envoie un petit SMS, dire bon courage Colette et à bientôt pour vous écouter parler de vos projets de vie. Et puis il y a Georges qui dit c'est pas un témoignage facile, mais voilà, qui envoie ses pensées affectueuses à Colette. Et alors justement, Georges, moi j'ai reçu un courrier vous concernant, et oui, vous concernant. On ne me parle que de vous, c'est Françoise d'Orléans qui m'a envoyé, alors je ne sais pas si elle est à l'écoute ce soir, Françoise, mais elle me dit, chère Caroline, about George, je prends ma plume d'oie car je n'ai pas encore Internet d'une part, et d'autre part, parce que je ne veux pas occuper l'antenne, d'autres personnes ont un grand besoin de vous parler. Il s'agit de George, King George, la star de l'émission. Figurez-vous, Caroline, qu'il y a quelques jours, je lisais une nouvelle de Somerset Maugham, dans une collection bilingue de poche. Et voilà que je tombe sur l'expression « by George ». Bon, s'en suivent quelques lignes en anglais que je vais vous épargner parce que il pleut déjà bien assez ici. Donc, Françoise me dit... By George, en réalité, forme atténué de by God. Rien que ça, pour dire parbleu, morbleu ou sapristi. On trouve l'expression dans les bons dictionnaires by George, mon Dieu, dans le Robert et le Collins. Just incredible, non? Alors voilà, c'était juste Françoise qui faisait une révérence devant le King George et un salut à tous ces sujets, à tous les auditeurs de cette émission. Ah ça, je peux vous dire que Sa Majesté Georges là doit
exulter, vraiment exulter. Même maintenant, si ces sujets commencent à lui écrire, là, je vais transmettre mon roi. On va, vous transmettre tout. Dites-moi, vous allez faire une petite fête, j'espère, prochainement pour recevoir quand même tous vos sujets, puisque nous avons beaucoup de demandes vous concernant. Alors, là, je reçois on me parle plus sérieusement dans un message, mais qui est pas signé, qui me dit qu'il existe dans les hôpitaux des ERI. Espace rencontre, information sur le cancer. Ma mère est responsable d'un de ces centres. Bon, je ne sais pas. On va peut-être voir tout de suite avec Marie, puisque Marie voulait répondre à Colette. Donc, Marie est avec nous, je crois, au 3921. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Merci d'avoir réagi aussi vite. Merci. Oui. On a rappelé d'ailleurs Colette Colette, vous êtes avec nous ? Non. Bon, enfin, merci Marie. On va rappeler Colette pour lui dire. Marie, on vous écoute donc. Oui, donc Colette parlait, sans tout à fait les nommer, de ce qu'il y a dans la loi des droits des malades à la fin de la vie. C'est donc la loi dite Leonetti. C'est les directives anticipées. On parle de directives anticipées. Oui, c'est ça. Donc ce sont des directives qui sont rédigées. C'est un document que l'on fait en toute liberté, sans aucune pression extérieure et en pleine possession de ses facultés. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est que les médecins, puisque c'est collégial, si on doit prendre des décisions en fin de vie pour un patient, c'est collégial. Et donc, ce qui est important, c'est de bien avoir la notion des valeurs, de ce que la personne, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Alors, c'est sûr que ça n'est pas un testament. Ça n'est pas une demande de soins palliatifs, puisque en fait tout le monde y a droit. C'est pas une demande non plus d'euthanasie ou de suicide assisté, puisque la loi l'interdit. Et puis on peut pas donner des injonctions, des injonctions qui vont être données aux médecins. Parce qu'en fait, lui, de toute façon, les médecins, c'est collégial, et les médecins, c'est eux qui prennent la décision après. Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est les choix du patient, donc de limiter ou d'arrêter les soins curatifs, son affirmation de refus, d'obstination déraisonnable, mais ce qui est très important, c'est de l'écrire comme on le sent. Il faut l'écrire comme on le sent. Ça, c'est très important. Oui, mais alors justement, Colette, vous êtes là ? Oui, Colette, on vous rappelle, je suis désolée, vous étiez un peu fatiguée, mais là, comme on a Marie avec nous, et justement, Colette, vous nous disiez que écrire comme on le sent, moi c'est ce que je disais à Colette, mais Colette voulait savoir comment le sentir, puisque finalement, elle n'a pas les connaissances, dit-elle. On n'est pas obligé d'avoir des connaissances. C'est important de donner avec ce que l'on est, avec ce que l'on ressent, arriver à dire les choses. Je crois que c'est important. Le médecin n'est pas tout seul. C'est toujours une prise. C'est toujours quand on voit ces directives anticipées, c'est toujours une prise de décision collégiale. Ça me choque, excusez-moi. Comment ? Ça me choque un peu. Qu'est-ce qui vous choque ? Parce que je me considère la première actrice de ma santé et de ma vie. C'est justement. Et quand on dit collégial, j'ai l'impression de ne pas être dans le collège. C'est-à-dire que ce sont les médecins qui font le collège et moi je suis à l'extérieur du collège. Oui, mais le problème c'est si à un moment là, tant que vous êtes si vous voulez, c'est très important. Si vous pouvez exprimer, tant que vous pouvez exprimer votre volonté, c'est important. Mais il y a un moment où parfois on peut être dans l'impossibilité d'exprimer cette volonté. Et donc là, il faut bien qu'il y ait une décision de prise. Oui, mais madame, le problème, voyez, c'est comme quand on a un cancer. Je comprends, c'est très complexe. Parce qu'il y a autant de personnes et de réactions différentes. Donc les médecins font de leur mieux. Oui. Ils disent, posez les questions, on répondra à vos questions. Mais comment poser les questions si on n'a pas l'information ?
Et moi, on m'a fait le reproche d'aller sur Internet. Mais comment je peux poser des questions si j'ai pas d'infos? Mais quelle information vous recherchez? Pardon? Quelle information recherchez-vous? Mais par exemple, quand vous avez un cancer, vous voulez savoir les conséquences. Alors, au début, le cancer fait pas mal quand il est pris tôt, donc c'est merveilleux. Mais vous allez avoir des traitements qui vont avoir des conséquences sur votre corps. Oh oui. Et vous pouvez pas moi, j'avais la chance de ne pas avoir rencontré des personnes directement touchées par le cancer, donc j'avais tout à découvrir par moi-même. Et c'est vrai que j'ai lu les livres, j'ai été sur Internet, et par le fait que j'ai été sur Internet, je pouvais poser des questions. Mais si j'allais pas sur Internet, je pouvais pas poser de questions parce que j'étais dans l'ignorance. Oui, donc si vous voulez, il y a quand même sur la France, on a quand même, ce que je vous entendais parler de la Suisse, mais sur la France, on a quand même la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Je le donnais tout à l'heure à la personne qui m'a accueilli à Europe. Oui. C'est le www.sfap.org. Et puis vous avez également un lieu d'écoute qui est un numéro azur qui fait partie c'est le Centre de ressources nationales François-Xavier Bagnoux. Mm-hmm. Donc là aussi, il y a un numéro, c'est le 0811 020 300. Et c'est du lundi au samedi. Et qu'est-ce que vous pouvez qu'est-ce qu'ils font là? C'est un lieu d'écoute par rapport à quoi, Marie? Ils pourront répondre à vos questions. Mais c'est un lieu d'écoute par rapport aux personnes atteintes d'un cancer, par rapport. Oui. 0811 020 300. Voilà. Et le www.sfap.org, c'est toute la société française, c'est ça, des soins palliatifs. Ça fait partie des sociétés savantes, mais c'est la première comme société française d'accompagnement et de soins palliatifs. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, je vous parle de tout cela parce que j'ai fait partie d'un réseau, je participe à un réseau de santé, de soins palliatifs. Oui. Et nous venons d'écrire un document, et donc on a répertorié donc toutes ces informations. Alors vous pouvez en parler, en parler, de ce document. Il est disponible, il va être disponible Il est disponible, oui. Oui, à partir de quand, là? Il a été édité en octobre, donc il est... D'accord, vous pouvez le citer, Marie, au contraire, oui, ça peut aider les auditeurs d'Europe 1. Il a été préfacé par le docteur Régis Aubry, et donc son titre, c'est « Vous avez dit soins palliatifs, point d'interrogation, une question de vie ». D'accord. Et donc nous avons bientôt il sera sur le site, mais on est en train de refaire notre site. Et donc si vous voulez, on répond d'abord on parle de ce que sont les soins palliatifs et l'accompagnement. On parle de la douleur physique. Oui, c'est ce qui fait le plus peur. Comment ? C'est ce qui fait le plus peur. C'est chacun d'entre nous quand on envisage, c'est la question de la souffrance physique. Oui. Donc là, c'est quelle édition? Alors, c'est l'édition du Pallium. C'est une édition du Pallium interne. Alors, vous pouvez l'avoir au niveau du réseau de santé Le Pallium, IPS, 3 places de la mairie, 78 190 Trappes. Bon, on va reprendre les coordonnées hors antenne parce que là c'est un peu compliqué. Pallium, on va reprendre ça hors antenne. P-A-2-L-I-U-M. D'accord. On reprendra ça hors antenne pour
Et le numéro Azur, c'est quoi déjà ? C'est le 0811 020 300 et ça s'appelle comment cette association ? Parce que c'est vrai que vous nous avez donné beaucoup d'infos en très peu de temps et c'est difficile de noter tout. Je comprends. On prendra sur l'antenne là les. Oui. Et c'est l'association ce numéro. C'est le Centre de ressources nationales François Xavier Bagnou. D'accord. Sur les soins palliatifs. Bon, Clémence va tout reprendre. Là aussi, vous avez deux sites sur lesquels on peut avoir des informations. D'accord. En même temps, je me permets. Allez-y, Colette. Permettez-vous. C'est-à-dire que moi, je me sens pas du tout en soins palliatifs. Non. Oui, non, vous n'êtes pas. Et en fin de compte, la question, c'est voilà, quand vous vous sentez pas en soins palliatifs, on remet à plus tard la question. Oui. Mais si vous voulez, c'est un petit peu la problématique. Il est appelé comme ça, mais par exemple, nous avons un chapitre dans la douleur physique. C'est je crains d'être angoissée. Voilà, je crains d'être angoissée. Et puis on l'a fait d'une certaine manière. On l'a fait d'une manière. Là, c'est la personne qui dit je crains d'être angoissée, et parfois c'est aussi l'entourage qui peut dire comment puis-je l'aider. Et on répond à cette question en miroir. On a souvent des questions qui sont en miroir. Et vous savez que moi, j'ai inversé la question. Une fois, j'ai été à un truc, c'est comment aider, comment la famille aide. Et moi, j'étais venue en tant que personne malade en disant comment aider ma famille. Et ça, on voit rarement. Ça peut arriver aussi. Parce que c'est plutôt la personne qui doit aider sa famille. C'est dans les deux sens parfois. Oui. Mais souvent, on oublie ça. On parle toujours de la famille qui aide la personne malade, mais on ne pense pas que c'est la personne malade qui aide sa famille à ne pas angoisser. Oui. C'est vrai, vous avez raison, Colette. Et moi, je vais bien. Mais c'est moi qui prends la parole, qui fait les démarches pour les rencontrer, pour qu'ils me voient, pour pas qu'ils. Mais c'est peut-être un peu lourd, justement. Parce que normalement, la famille devrait pouvoir être aussi un soutien. Oui, mais on peut. Dans ces cas-là, mais peut-être que aussi ça tout dépend le rôle que l'on a eu dans sa famille. Oui, mais la maladie, ça ne veut pas forcément dire d'être couché. Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai une maladie, mais je ne me sens pas malade. Eh oui. Oui. Mais oui, bien sûr. J'ai une maladie que je soigne, mais entre guillemets, je ne suis pas une malade. Oui, non, mais on sent bien que vous tenez à être très active. Je suis une personne qui traverse la maladie, mais je n'égale pas la maladie, quoi. Oui, mais on sent bien que vous avez une façon bien à vous d'aborder, d'avoir une approche de votre maladie. Mais quand on parle, c'est pareil, quand Marie parle de soins palliatifs, oui, c'est parce que c'est le terme que l'on donne beaucoup suite quand on dit qu'on n'aura plus de soins curatifs. Si on dit arrêter les traitements, on va obligatoirement être dans des soins palliatifs. Voilà. Parce qu'en fait, on ne laisse pas la personne partir. Il y a une autre façon de soigner. Voilà, mais c'est dans le cadre, si vous voulez, Marie aussi répondait par rapport à vos directives anticipées, Colette. C'est-à-dire les questions que vous vous posez, auxquelles ça se trouve que vous vous posez pour prévoir éventuellement au cas où, mais dont ça se trouve, et on vous le souhaite de tout cœur, vous n'aurez jamais besoin d'avoir recours. Oui, vous voyez. C'est important pour vous de pouvoir. Nous attrapons un accident sur la route. Le noter par écrit, voilà. Voilà, mais nous attrapons un accident. Demain, nous partons, nous sortons, nous sommes renversés, nous sommes dans le coma. Si on a écrit ces directives anticipées, ça n'est pas forcément lié à la maladie. Fait, c'est bien, la loi, elle dit pas cancer automatiquement. C'est des directives anticipées par rapport aux droits du patient. Au moment s'il y a un problème de fin de vie. Dans le chapitre, là, je vois dans le sommaire, dans le grand thème, tenir compte de mes souhaits, il y a tout à fait j'entends la question de Colette. On met comment les décisions médicales qui me concernent seront-elles prises? Tiendra-t-on compte de mon avis en ce qui me concerne? Vous voyez, tout ça, je pense que c'est
Oui. On a essayé de répondre à tout ça. Donc ça peut vous aider dans votre réflexion. Ah oui. Colette, vous voyez, à avancer. Parce que je ne pense pas, c'est pas seulement c'est pas seulement des réponses médicales qui peuvent vous aider. Oui, en même temps, c'est des situations médicales. Pas seulement. Et puis en fait, ça va au-delà, ces questions-là. Il y a des réseaux de soins. Alors forcément, on dit palliatif, on dit on n'est pas dans les soins palliatifs, mais en fait dans ces réseaux-là, vous avez des lieux en général, il y a des lieux, des groupes de parole et qui peuvent être proposés. Vous téléphonez dans ces réseaux de santé, vous dites où vous en êtes et vous pouvez être accueilli et on peut vous entendre. Ce qui n'empêche pas que vous continuiez à vivre votre vie tranquillement et à partir et à être en rémission, comme vous le disiez tout à l'heure. La rémission, c'est pas parce qu'il y a une récidive qu'il n'y a pas. Alors il y a beaucoup plus beau que le mot rémission qu'un médecin m'avait dit, c'est vous avez retrouvé la santé. Parce que la rémission, dans le dictionnaire, c'est en attendant la rechute. J'ai un tempérament un peu rapide. Mais c'est vrai que le mot rémission est terrible. Ça veut dire que c'est en attendant la rechute. Alors que retrouver la santé, eh bien on la retrouve. C'est tellement plus positif. Enfin, ça c'est mon caractère qui réagit vite. Oui. La rémission, ça veut dire que d'ici peu, je recommencerai, quoi. Mais bon, ça c'est le caractère. Pas d'un point de vue, non. C'est le caractère entier. Si vous le vivez comme ça, mais d'un point de vue médical, non. Ah ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup Marie. Merci Marie. Merci de nous avoir appelé aussi rapidement. Merci pour toutes ces informations. J'ai un petit peu attendu parce que j'étais obligée d'attendre qu'ils disent. Vous n'aviez pas le numéro du standard. Oui, d'accord. Je n'avais pas. Merci. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et merci, on va Marie, ne raccrochez pas, Marie. Oui, j'ai pris les adresses. Sur un petit calepin. Justement, nous on va les reprendre hors antenne. Oui. Et donc Clémence va vous reprendre en antenne, Marie, et on va bien tout noter parce que je pense que les auditeurs vont nous les demander. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Colette et à bientôt alors. Merci beaucoup. Au revoir Colette. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. Et un petit message, la Luciole dit même mon mari et moi avons anticipé en rédigeant mutuellement nos désirs de nous en remettre à l'autre le moment venu si nous étions empêchés de nous exprimer. On a maintenant avec nous au 39 21 Marie-Odile. Bonsoir Marie-Odile. Bonsoir. 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 Je ne sais pas par quoi commencer. Bon. Vous voulez me parler de votre Je parle de mon mari. de votre mari. Bon, c'est pas la peine de dire le prénom. Mon mari. Je sentais qu'il n'était pas bien depuis l'année dernière. C'est quelqu'un qui se néglige énormément. Et après notre voyage en Grèce l'année dernière, il avait de la fièvre et je lui ai dit va consulter. C'est quelqu'un qui se néglige. C'est quelqu'un qui doit pas trop aimer la vie. Enfin voilà. Je vais pas vous raconter son enfance, ce serait trop long. Je lui ai dit, va consulter. Il l'a pas fait. Au mois d'octobre, il avait énormément de douleurs. Il a consulté. Et bien sûr, cancer du poumon. Donc, pneumologie, ensuite hôpital. Je le savais déjà dans sa famille, il y a déjà eu des cancers. Bon, sa sœur aînée est morte d'un cancer du poumon à 62 ans. Bon, son frère aîné, cancer aussi, mais on l'a vu à temps, donc il a eu chirurgie et pour l'instant il va bien. Donc j'ai dit, je ne vais pas dire son prénom, mon mari, bon, et maintenant qu'est-ce que tu fais? Et il m'a regardé, il m'a dit, c'est mon corps, ça ne te regarde pas. Très dur à entendre. Ensuite, excusez-moi, je suis désemparée. Oui, je comprends. Mais il est parti à l'hôpital.
Oui, il a quand même accepté d'être hospitalisé Ensuite, ou des oui. soins, ou d'être opéré. On a eu des soins. Et moi, Oui. comme je pense à Colette, là, qui a parlé, Oui. j'ai tout écouté. C'est moi qui étais active de sa maladie. J'ai reconsulté Internet. Toutes les nuits, je consultais Internet. Et j'ai vu que son cancer, son cancer était grave, dans la mesure où c'était un cancer à petites cellules. Le cancer poumon petites cellules, c'est le plus grave. Et j'ai tout de suite pressenti au mois d'octobre qu'il n'allait pas s'en sortir, mais j'ai joué la comédie, je l'ai porté et je lui ai dit on va s'en sortir, je ne te lâcherai jamais la main. Et tu vas voir, on va s'en sortir. J'ai voulu lui donner ma force, car moi j'ai la force, j'aime la vie. Et j'ai joué la comédie aussi pour mes enfants, et ma fille qui était enceinte. Je voulais rester pour me battre avec lui donner de l'espoir, lui montrer mon amour, et de toute façon, l'accompagner et ne pas lui lâcher la main. Donc j'ai joué la comédie. Et comment l'accepte-t-il, puisque au départ il a été un peu agressif? Il était agressif dans la mesure en disant, c'est un côté un peu destructeur, en disant, tu vois, j'ai beaucoup fumé alors que il y a beaucoup de cancers dans sa famille, en disant, tu vois, on a l'air de dire, tu vois, j'ai un cancer. Comme si c'était presque par rapport à moi quelque chose de, je trouve ça même, comme si elle disait, tu vois, je laisse cancer, comme s'il cherchait une sorte de suicide, je n'ai pas compris sa façon d'être, une sorte d'agressivité vis-à-vis de moi, alors qu'on s'aime, qu'il y a eu des orages, mais on s'aime vraiment. C'était peut-être pas vis-à-vis de vous, c'était une façon de... c'était peut-être une façon de réagir par rapport à cette annonce et au fait que ça lui tombe dessus. Il fallait que ça sorte, au fond, comme si lui aussi... Il fallait que ça sorte, mais au lieu de consulter au mois de juin, il a attendu octobre. Donc le cancer était déjà avancé un peu. Mais quand vous dites qu'il se négligeait, c'est-à-dire vous le voyez amaigri Ah, tout à fait. Oui. Il a un côté aussi anorexique, il n'aime pas manger. Il n'aime pas manger, il n'aime pas trop la vie, c'est quelqu'un qui est profondément triste. Et c'est moi qui l'ai toujours poussé pour aimer la vie, j'aime la vie, donc je le porte. Quand je l'ai connu, il était triste. Et je pense que je lui ai apporté ma joie de vivre. Il est triste déjà parce qu'il n'a pas été assez aimé par sa mère, mais ça, c'est pas de ma faute. Donc, bon, on va pas refaire son histoire, maintenant il va mourir. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Mais c'est ce que vous disent les médecins, là, c'est qu'il est vraiment... il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus de traitement. Non, tout à fait. Il non, n'est je vais plus vous soigné. dire comment ça s'est passé. C'est moi. Parce que ça m'a fait penser à Colette. Colette, elle est malade. Moi, je ne suis pas malade, mais c'est moi qui ai tout pris en charge. Oui, elle est malade, mais elle n'est pas. Elle n'est pas du tout comme. Non, tout à fait. Elle n'est pas en fin de vie, Colette. Ça n'a rien à voir là. Du tout. Elle se bat, c'est une battante. Oui, et puis même au-delà de ça, enfin, il n'y a pas ce diagnostic-là. Oui. Non, tout à fait. Non, mais je sais, tout à fait. Mais je voulais dire que c'est moi qui ai consulté les médecins. Oui. C'est moi qui l'ai accompagné. Oui, vous pensez que s'il avait été seul, il se serait laissé complètement aller. Voilà, exactement. S'il avait été seul, j'aurais même pas peut-être suivi de chimiothérapie. Mais là, on a arrêté la chimiothérapie. Oui, il y a eu le protocole, 6 séances de chimio, avec 2 infections en même temps. Une du cathéter, la chambre où on fait la chimio. Une autre, une maladie où on a découvert une nécrose du poumon. Suite au tabac, bien sûr. Et donc, bon. Mais qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? C'est-à-dire, il est en soins palliatifs? C'est-à-dire que là, je suis rentrée de l'hôpital vers 21h30. J'ai du mal à le comprendre parce qu'il a eu de la radiothérapie qui lui a un peu brûlé sans doute les cordes vocales. Oui. Il a du mal à communiquer, mais j'arrive à communiquer encore avec lui. Il m'a murmuré je veux mourir,
c'est une souffrance pour toi, ne viens plus me voir. Mais est-ce qu'il souffre, lui ? Il m'a dit, mon dernier souffle sera pour toi. Mais est-ce que lui souffre ? C'est-à-dire qu'il ne souffre plus parce qu'on lui met une telle dose de morphine qu'il ne souffre plus. Et maintenant, c'est la question à se poser. Est-ce qu'il reste dans cet hôpital ? Est-ce qu'il rentre à la maison où je l'accompagnerai ? Il n'y a pas de problème. J'ai déjà accompagné ma mère jusqu'à la fin, il y a 2 ans. Ou bien, est-ce qu'il va dans un soin palliatif qui se trouve un peu plus loin ? Donc je voudrais qu'il décide. Je lui ai posé la question. Il m'a regardé avec ses grands yeux bleus et il m'a dit « Je veux me reposer ». Il ne m'a pas répondu. Mais il doit être épuisé. Il est complètement épuisé, il a perdu 15 kilos. Seulement, il y a 3 enfants, il y a 3 petits-fils. Ma fille prépare son mariage, elle a tout préparé pour le mois d'octobre. Et je n'ose pas dire à ma fille que son père va sans doute partir avant son mariage. Mais votre fille, à mon avis, elle va le voir, son père, là, non ? Bien sûr qu'elle va le voir. Bah, vous savez, votre fille... Elle ne se rend pas compte, elle lui tient la main. C'est pas possible. Non, Marie-Odile, c'est pas possible qu'elle ne s'en rende pas compte. Elle se rend compte qu'il décline, mais elle pense qu'il va encore durer. Ouais, vous savez... à mon avis, je sais pas, hein, vu l'état dans lequel vous décrivez votre mari, votre fille, bon, à moins d'être, ce qui est possible aussi, hein, dans un déni de la réalité, mais enfin, bon, elle doit quand même se rendre compte que son père va mal, hein. Ah, tout à fait, non. Mais va très mal, bah oui, mais enfin, bon, elle a quel âge, votre fille ? Ah, ma fille, elle a 30 ans. Bah oui, non, c'est pas une gamine, hein, donc... Non, c'est pas une gamine, c'est pas une gamine, mais... Non, je pense que... C'est pas une gamine, mais elle vit un grand bonheur depuis qu'elle a 17 ans. C'est son premier amour avec qui elle est toujours avec. Oui. Elle a un petit garçon adorable. Oui. Et elle continue cette belle histoire d'amour. Mais oui, bien sûr. Mais elle a le droit au bonheur, bien sûr, mais malheureusement, la vie parfois fait que, oui, il y a des bonheurs. Elle a construit d'un côté sa famille et que malheureusement, de l'autre côté, son père est en train de s'éteindre. Oui, et son père s'éteint et quand elle vient, je sais bien qu'elle s'en rend compte, mais c'est peut-être vous, elle n'ose pas en parler avec vous parce qu'elle vous protège. Non, elle me protège. Je savais déjà d'avance qu'il allait partir. Je le savais. Mais finalement, pourquoi vos 2 autres enfants le savent ? C'est parce que, je vais vous dire, Xavier, l'aîné, c'est mon beau-fils. Ne donnez pas de prénom, oui. Ah oui, je sais pas. Oui, c'est pas grave. Votre donc l'aîné, lui. Non, c'est bon. L'aîné, il s'en doutait. Donc je lui ai dit de venir parce qu'il est loin pour dire au revoir. Moi, j'ai un prénom, ça m'est sorti comme ça. C'est pas grave, hein. C'est pas dramatique. J'aurais dû dire un autre prénom. C'est pas grave. Et mon autre fils, ne le pensez pas, c'est un bâton. Son père, il m'a dit, j'ai le meilleur papa du monde. Et je n'ai rien dit, je l'ai laissé lui-même faire son cheminement. Et là, il y a exactement 2 jours, il s'est rendu compte de la dégradation de son père. Oui. Et il va le voir tous les soirs après le travail. Et il le serre dans ses bras et il lui dit plein de mots tendres. Et là, je le laisse tout seul avec son père. Oui. Donc, qu'il puisse faire, pour qu'il puisse lui dire tout ce qu'il a envie de lui dire. Oui. Oui. Donc, et votre fille habite à côté, enfin, elle peut le voir régulièrement Ah, tout à fait. Elle n'habite pas loin, mais
mais avec elle, depuis longtemps, j'ai eu des... Je n'avais pas un très bon, comment on dit, une très bonne relation avec elle, Oui. car elle est née... alors, faut pas dire le prénom, mais elle est née hors mariage. Mon mari était en instance de divorce. Et quand ma fille est née, j'étais seule, j'ai accouché seule. Et du fait de cela, je ne sais pas, j'ai mal vécu mon accouchement. Je n'ai pas été entourée ni par le père, ni par personne de ma famille, parce que ils sont très chrétiens et qu'un enfant ne doit pas naître hors mariage. Hein. Donc j'ai eu un accouchement difficile et je n'ai pas été entourée et j'ai eu ensuite des relations très difficiles avec elle. Et maintenant qu'elle est maman, on se rapproche. Bon, c'est important ça. On se rapproche, mais je n'ose pas lui dire. Je voudrais qu'elle le voie par elle-même que son père va bientôt partir. Donc son père qui est en fait son... Non, c'est son vrai père. C'est son vrai père, d'accord. Oui, tout à fait. Je suis peut-être pas très claire. Mais je me suis un peu embrouillée entre votre beau-fils et l'aîné, votre bon... Enfin, peu importe. Écoutez... Peu importe, il y a eu... bon, peu importe. Mais écoutez... je crois que vous n'avez pas besoin de lui dire, elle le sait, hein. C'est plutôt vous qui avez du mal à vous parler. Mais enfin, elle se rapproche de vous depuis qu'elle-même est devenue maman. Oui. Donc ça, c'est important, mais... Je crois qu'elle de toute façon, elle le sait. C'est plutôt vous qui avez du mal à en parler ensemble. Et bon, c'est... Il va être, la décision, vous savez pas si il veut aller en soins palliatifs ou chez vous, c'est ça? Oui, vous ne savez je ne sais pas, je lui ai demandé, il m'a répondu. C'est pas tellement lui qui peut choisir, c'est compliqué. Enfin, vous avez raison de lui parler, de lui demander en même temps. Non, je lui ai oui, demandé. Vous avez eu raison, ouais. Je lui ai dit, tu veux rentrer à la maison? Et je lui ai dit, est-ce que tu veux rester là? En même temps, vous avez raison, tant qu'il peut le faire, c'est bien de pouvoir lui demander. Et il m'a dit d'abord, je veux rester là. Et puis, le lendemain, il m'a dit, je veux aller en maison de repos. Maison de repos, c'est pas maison de repos, c'est soins palliatifs. Oui, bon. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Hein, il est épuisé, hein, certainement. Hein. Il est épuisé. Donc tout doit lui paraître très compliqué en ce moment. De revenir chez lui, le transport et tout doit le fatiguer. C'est-à-dire que à un moment, j'ai vu qu'il n'était pas bien ici, puisque je l'ai soutenu, je lui ai fait ses piqûres, je lui ai donné ses médicaments. J'ai laissé tout entre parenthèses, toutes mes activités, que pour me consacrer qu'à lui depuis octobre. J'ai tout laissé de côté. Et puis, j'ai senti même qu'il y a des gens qui ne viennent plus depuis qu'il est malade, parce que la maladie, ça fait peur. Ça renvoie à l'angoisse de la mort. Et puis, quand il est reparti à l'hôpital, c'est moi qui l'ai mis dans la voiture, parce qu'il ne voulait pas. Il m'a dit... J'ai le droit d'oublier, je veux oublier ma maladie. Mais bon, lui, il faut voir un petit peu, peut-être dans le service où vous êtes, il n'y a pas quelqu'un avec qui vous pourriez en parler, parce que il est important de voir, ou peut-être rencontrer les gens du service palliatif, de soins palliatifs, voir s'ils ont... Vous les avez rencontrés? Oui, bien sûr que peut-être voir avec vos enfants aussi, c'est peut-être le moment d'en parler, hein, aussi avec eux. C'est-à-dire, j'en ai déjà je crois qu'il faut... Non, mais je crois qu'il faut en parler à tous les trois. C'est aussi une façon d'en parler. C'est-à-dire de dire, à moins que vous décidiez que votre mari, vous allez voir, mais c'est compliqué parce que lui, il est épuisé, donc allez lui parler. Il veut être tranquille finalement, c'est ce qu'il vous dit. Donc oui, lui, il va être transféré dans un autre service. C'est être transféré. De toute façon, il se doute bien que s'il revient chez vous,
c'est pas très bon signe. Hein. Mais il le sait que c'est la fin, il me l'a dit. Il m'a dit je vais peut-être que finalement il peut être aussi, c'est pour ça qu'il faut lui reposer la question, parce qu'il peut aussi peut-être être plus rassuré d'être dans un service médicalisé. Hein. Vous croyez? Moi je pensais qu'il aurait eu plus d'amour à être chez lui. Tout ça c'est très personnel et très intime. Parce que oui, bien sûr, ça dépend. Ça dépend parce que ça dépend d'où vous vous trouvez, si vous êtes loin du service de soins palliatifs. Mais en même temps, les services de soins palliatifs sont tellement bien faits. Il y a un tel accompagnement, il y a vraiment soit une telle prise en charge que ça peut être rassurant aussi de savoir qu'il y a en permanence, qu'il peut y avoir une permanence en cas de problème, quelqu'un qui peut faire des gestes. Oui, mais pour moi, c'est l'abandonner. Je lui ai dit, je ne lâcherai pas la main. Oui, mais moi, ce que j'entends, Marie-Odile, c'est vous dites pour vous, mais il y a aussi lui. Je comprends, mais oui, mais bien sûr, mais si vous voulez, il y a vous, et je comprends votre détresse, mais c'est lui qui va c'est lui qui quand même est dans cette position d'extrême dénuement et d'extrême faiblesse. Oui, c'est vrai. Et lui, si il a un moment, je sais pas, un geste thérapeutique de l'oxygène, enfin bon, tout ça vous pouvez apprendre. Mais il tout de suite sur place, il y a des infirmiers, il y a une équipe qui est là. Oui, moi, c'est ce que je me dis, mais enfin bon, il y a Alexandre qui est avec nous au 39-21 et qui écoutait votre témoignage avec attention et qu'on va accueillir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, Alexandre. Eh ben, en fait, moi, je pense que les enfants, ils doivent être impliqués dans la fin de vie de leurs parents. Oui, je sais. Moi, à titre personnel, j'ai perdu mon père, j'avais 9 ans. Et on m'a maintenu hors de l'hôpital. Oui. Et encore actuellement, je ne sais pas de quoi il est mort exactement. Ah et bon pareil aux pompes funèbres. Je n'ai pas pu le voir dans son cercueil ni à l'église. Oui, et on ne peut pas dire que ce soit génial. Et pourquoi vous étiez jeune à ce moment-là, Alexandre ? Oui, j'avais à peu près 9 ans. Ah oui, vous étiez un jeune enfant. Mais en même temps, quand vous en parlez aujourd'hui, je ne sais pas quel âge vous avez aujourd'hui, Alexandre ? J'en ai pas loin de 18. 18 ? Qu'est-ce qu'on vous répond ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Que c'était quoi ? Pour vous protéger ? En fait, rien, vu que c'est pas un sujet dont on parle souvent. C'est un sujet tabou, oui. On ne vous dit pas de quoi votre père est mort ? Non. Ah bon ? Donc vous êtes obligé d'imaginer ? Oui. Oui. Je sais qu'il est resté à l'hôpital environ 1 mois, mais c'est tout. Oui, c'est curieux. Donc, c'est curieux, c'est un sujet tabou, la mort, de toute façon. Oui, enfin, pas toujours, pas dans n'importe quelle circonstance, mais parfois il y a des situations où effectivement dans les cas de suicide, on peut penser, on peut imaginer qu'il y a des choses qui soient difficiles à dire, mais je comprends que ça soit. Et votre mère du côté paternel, personne ne veut vous dire. Vous posez des questions ou vous avez du mal à en poser ? J'ai quand même du mal. Eh oui. Les non-dits, c'est très mauvais, les non-dits. Et vous sentez que vous avez peur de... Vous sentez que ça dérangerait trop ? Vous craignez la réaction de votre entourage familial ? Je vois pas trop, mais mon entourage familial, c'est plutôt limité aux frères et sœurs et à ma mère. Oui. Mais... Votre frère et sœur étaient plus jeunes, plus âgés que vous ?
plus âgés, mais en fait c'est plutôt des demi-frères, donc c'est pas forcément, enfin ils n'étaient pas forcément touchés directement. C'était pas leur père, eux? Non. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Oui. En fait, je me dis que c'est un petit peu difficile de demander au bout de plusieurs années de quoi il est mort. Hein. Et je pense que si on a l'occasion, et surtout vu l'âge, à 30 ans, je pense qu'on est capable d'accepter que son père soit mourant. Oui, en tout cas, c'est pour vous revenez sur le témoignage de Marie-Odile. Et bon, c'est toujours compliqué, mais effectivement, vous avez raison, Alexandre. C'est-à-dire que votre fille, Marie-Odile, de toute façon, en plus, elle va, à moins vraiment d'être dans le déni, c'est-à-dire de mécanisme psychique qui fait qu'on ne veut pas voir une réalité qui dérange trop. Et ça arrive parfois, face à la mort d'un être cher, ou à la fin de vie, il y a des gens qui jusqu'au bout ne veulent pas voir. Mais sinon, on voit la personne vraiment décliner. Tout à fait, parce que je voudrais rajouter quelque chose que là parce que j'étais trop, là j'ai repris un peu, je suis moins dans l'émotion là. Je voulais vous dire que j'ai accompagné ma mère jusqu'à la fin, alors que j'ai 2 sœurs qui m'ont laissé accompagner ma mère jusqu'à la fin. Elles n'ont pas supporté la fin, donc elles m'ont laissée seule pour accompagner ma mère jusqu'à son dernier souffle. Et ça, c'était il y a 2 ans. Et maintenant, je me retrouve avec mon mari et je me dis, j'ai accompagné ma mère jusqu'à la fin, donc je veux accompagner mon mari jusqu'à la fin. Oui, je comprends. Mais si vous voulez, il faut aussi voir pour lui qu'est-ce qui est le plus... oui, je sais. Où il se sentira peut-être qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Vous avez raison, et vous savez ce qu'il y a, c'est qu'il a avec lui, la communication est très difficile. Bien sûr, parce qu'il doit être très fatigué et en plus, s'il a du mal à s'exprimer, mais il y a peut-être des jours où il est un petit peu mieux ou des heures de la journée. Merci beaucoup, Alexandre, de votre témoignage. J'espère qu'un jour, il faut peut-être dire un moment à votre mère, dire que c'est important pour vous de savoir, de pas rester avec un tel non-dit, que vous pouvez entendre. On va accueillir également Laure. Bonsoir Laure. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Madame, j'ai oublié votre prénom. Marie-Odile. Marie, pardon. Oui, j'interviens parce que j'ai 37 ans. Je viens de perdre mes parents, tous les deux d'un cancer, mais différents. Par contre, je viens de perdre mon papa au mois de février, d'un cancer des poumons également. D'accord. Et effectivement, je l'ai accompagné à la maison pendant 8 mois. Et puis, il y a eu un moment où il a fallu qu'il soit hospitalisé. Ça a duré 10 jours et la fin a été là. Je l'ai accompagné jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout. Je lui ai tenu la main jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Mais vous savez, j'étais quand même beaucoup plus rassurée qu'il soit à l'hôpital, parce qu'il y avait quand même une équipe qui était là, qui m'a quand même soutenue tout au long de cette nuit, parce que ça a duré pendant 12 heures, la fin. Et je pense que si ça s'était passé à la maison, ça aurait été beaucoup plus difficile. Je me serais beaucoup inquiétée pour lui, alors que là, il souffrait pas. Ils ont tout fait pour qu'il ne souffre pas. Et il était en paix. Oui, je comprends ce que vous dites. J'ai pu demander à faire passer un aumônier pour qu'on récite des prières. Oui, je comprends. Et ça a été très dur. C'est très dur, parce que j'ai plus de parents. Mais vous savez, le fait de l'avoir accompagné, déjà ça a été très important pour moi. C'est apaisant pour vous. Oui, parce que vraiment jusqu'au bout, et en plus, ça s'est dégradé en quelques heures. Alors vraiment, on ne pensait vraiment pas qu'il allait décéder. Et c'est lui, je ne sais même pas comment il a réussi à m'appeler, mais je suis arrivée trop tard auprès du téléphone. Il avait simplement laissé mon prénom, Laure. Et donc j'ai accouru à l'hôpital, et à l'hôpital on m'a dit c'est la fin, donc il faut rester.
Mais lui, il voulait absolument quitter l'hôpital, etc. Les médecins n'étaient pas d'accord. Et bon, il y est resté 10 jours. Mais je vous assure, aidé d'une équipe médicale, aidé par cet aumônier, aidé par... j'étais pas toute seule quand même pour traverser ça. Oui, je comprends. Et il avait besoin de vous dire au revoir avant de Oui, partir. en plus, oui. Parce que lorsque je suis arrivée, bon, effectivement, il avait masque à oxygène, etc. Il respirait très, très difficilement. Mais je lui ai serré la main. Et il m'a serré la main. Pratiquement pendant toute la nuit, il me répondait. Il arrivait juste à lever les sourcils. Et je lui ai beaucoup parlé. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai répété je ne sais combien de fois. Et à chaque fois, il me serrait la main. Et il avait vraiment besoin... donc il sentait bien que vous étiez là, à votre présence. Et vous l'avez aidé à cette traversée, à ce passage. Oui, pour qu'il... On est deux sœurs, et ma sœur s'était fâchée avec lui après le décès de ma maman, donc elle n'avait pas été présente pendant ces 8 derniers mois. Et moi, quand il a été hospitalisé, j'ai quand même voulu qu'elle revienne et que mon père finalement a accepté. Mais elle n'a pas pu rester. Et elle, quand elle a voulu s'approcher de lui et lui serrer la main comme je le faisais, je lui disais que je l'aimais, je lui ai chanté des chansons. J'étais pas du tout en train de lui dire papa, tu vas mourir, même si je savais qu'il était en train de mourir. Pas du tout. C'était dans des paroles d'amour, en lui disant vraiment que j'étais là. Et ma sœur, par contre, il lui a pas serré la main. Donc elle est repartie de l'autre côté du lit. Moi, je suis revenue et il a continué à me serrer la main. Il y avait ce lien jusqu'au bout, qui vous unissait. Vous étiez reliés ensemble. Et ça a été, ce deuil-là. Ça peut se passer. Il est très beau votre témoignage, très très émouvant, Laure, parce que ça montre que même à l'hôpital, il y a des moments comme ça très forts d'humanité. Il y a des services. De nuit, oui. Et pourtant, Dieu sait s'ils sont débordés la nuit. Mais il y a ils permettent. Il y a des moments où ils savent permettre. Je crois que c'est important de ne pas être dans des moments comme ça seul. Voilà, d'être entouré. Vous avez raison de dire ça. Vraiment paniqué. Moi, je comprends. Et si vous paniquez, c'est très dur pour celui qui est, lui, en train de partir. Merci beaucoup. On doit rendre l'antenne, mais merci infiniment, Laure. Bon courage à vous, parce que... Et vraiment, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. C'est moi qui vous remercie d'avoir témoigné. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, parce que... Mais nous aussi, Marie-Odile, parce que les moments qui vont venir sont difficiles. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Caroline. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute.